ce rassemblement de deux types d'expertise. La première qui est celle j'allais dire de femmes et d'hommes qui ont eu à traiter les problèmes de chômage dans notre pays. De l'autre, des économistes qui sont, au fond, qui sont beaucoup intervenus dans les politiques publiques. C'est tout cela qui a fait que nous avons sorti une première version d'un cahier qui s'appelait déjà « Il n'y a pas de fatalité au chômage de masse » et qui avait laissé les uns et les autres assez indifférents. Ce qui arrive, c'est la vie, c'est la vie. Et puis, nous avons retravaillé, nous nous sommes dit que ça n'avait pas de sens que ce problème si important pour notre pays soit traité un peu comme un des, j'allais dire, une des déclarations de principe auxquelles on ne fait pas toujours attention et qui revient inlassablement nous rappeler nos responsabilités. Et nous avons réouvert la discussion, retravaillé, réintroduit des personnalités éminentes, commencé par Louis Gallois au bout de la table, que chacun reconnaît, et nous avons élargi, enrichi, sous l'autorité de Françoise, à qui je vais céder la parole, c'est juste l'histoire que je raconte, pour le service économiste, nous nous sommes dit, il faut y aller. Et vous verrez que dans les jours et semaines qui viennent, ce qui est dit dans ce papier par des personnalités qui, soit comme économistes, soit comme responsables, qui ont eu des responsabilités très importantes dans le domaine du traitement du chômage, vous verrez que le thème et le discours qui passe dans ce petit papier, ce petit document, va intéresser progressivement les uns et les autres parce qu'il révèle une sorte d'évidence sur le sujet. Voilà ce que je voulais dire en introduction. La seconde chose, c'est que nous sommes tous convaincus, et je cède la parole à Françoise, nous sommes tous convaincus qu'il n'y a effectivement pas de fatalité au chômage de masse, que c'est une histoire que nous nous racontons en France depuis maintenant une vingtaine d'années. Ceux les plus anciens de cette table ici, enfin de cette ligne d'intervenants, savent qu'en réalité, il y a 10, 15 ans, 20 ans, le chômage n'était pas une sorte d'évidence dans ce pays. Souvenir que quand on a franchi la barre des 500 000 chômeurs, ça paraissait quelque chose d'hallucinant. Donc, il n'y a aucune fatalité. Ce pays n'est pas condamné au chômage. Et notre conviction, c'est simplement que la manière dont nous avons traité les thèmes, le manque d'ambition que nous avons évoqué, tout ceci est en réalité une des raisons pour lesquelles l'évolution sur ce problème-là n'a pas été favorable. Et le point sur lequel je voudrais insister avant de céder la parole à Françoise, c'est que tout le monde n'est pas là. Il y a eu beaucoup d'interventions dans ce papier, mais nous sommes tous convaincus que les propositions, solutions, la manière de faire que nous faisons, et je citerai juste quelques exemples, peut résoudre assez rapidement, non pas à 100% et non pas en 8 jours, bien entendu, mais si on s'y prend avec détermination, peut résoudre ce cancer de notre société et le faire évoluer. Je pense évidemment à l'idée qui a été lancée par des femmes et des hommes, mais notamment par Louis Gallois, sur cette idée, au fond, qu'on peut activer les défenses passives de chômage. C'est ça le mot, alors, c'est pas les mots que lui va employer, mais c'est le mot, bon, il va l'employer. Alors, pour une fois, je ne me suis pas trompé. Pour une fois, je ne me suis pas trompé. Et donc, cette idée forte que l'on peut, j'allais dire, remettre sur le marché du travail en ayant une intelligence de situation très, très forte. De la même manière, notre ami qui malheureusement n'est pas là, je pensais à... oui. À Berry, Michel Berry dans cette vision, une vision que je ne sais pas qui la présentera, peut-être toi, oui, la présentera, mais qui évidemment, elle aussi, traite du thème de cette, j'allais dire au fond, de cette capacité que nous avons de traiter les thèmes. Pour ma part, je défends l'idée assez simple que dans les... D'abord, je suis surpris de voir que le chiffre dit des emplois non satisfaits demeure
À 300 000, il est depuis une vingtaine d'années 300, 310 000, 310 000, 312 000, 314 000, etc. Avec une constance qui me laisse toujours un peu perplexe, moi l'économiste, parce que les choses qui ne bougent pas, ça me paraît toujours un peu curieux. Et l'idée qu'évidemment, si on ne traite pas les problèmes d'installation des individus, parce que quand on est au chômage depuis 2 ans, la seule chose qu'on a, c'est son logement, évidemment qu'on fait attention à ça. Et que c'est ça qu'il faut régler comme sujet, entre autres. Etc., etc. Et chacun d'entre vous, que les problèmes de ce que tu as dirigé, les organismes de chômage, ne peuvent pas se traiter autrement que de manière locale, parce que c'est comme ça qu'il faut traiter. C'est de ça dont nous allons vous parler, et je cède la parole pour évoquer tout cela à ma camarade Françoise, qui a animé, avec le talent qu'on lui connaît, ce travail. Merci beaucoup Jean-Hervé et bonjour. Alors, je vais être très rapide parce que je voudrais laisser la place aux contributeurs, évidemment. Les créations d'emplois, elles sont élevées, hein, et c'est ça qui est peut-être assez surprenant. Les créations d'emplois demeurent élevées en 2018, mais le taux de chômage resterait à son niveau de fin 2017, c'est-à-dire à 9% environ. Dans la zone euro, il est de 8,4%, en Allemagne de 3,4%. Et donc, on a, disons, une situation française qu'il faut traiter. Alors, et ces chiffres-là, c'était avant les derniers événements. L'économie française aura donc cru juste assez pour stabiliser le chômage et les chiffres seront sans doute très décevants. Alors, on a là un phénomène de masse, un vrai phénomène massif, sur lequel beaucoup a été dit et beaucoup a été fait. Alors l'objet du livre, ça n'est ni de répéter ce qui a été dit, ni de rappeler ce qui a été fait. Hein, ça on connaît. C'est vraiment d'essayer de comprendre le phénomène dans son ampleur de masse, hein, je crois que c'est très important, dans sa durée et dans sa résistance aux politiques publiques. Et je crois que ce point-là était une des préoccupations, ça a traversé les préoccupations de tous les contributeurs. Et l'idée, c'était d'analyser, de proposer, et de démontrer aussi quelque chose qui semble paradoxal, c'est que le chômage et la lutte contre le chômage n'est pas qu'une affaire d'emploi. Il faut aller au-delà, c'est une affaire d'éducation, c'est une affaire de mobilité, c'est une affaire de politique du logement, etc. Je crois que chacun des contributeurs pourra revenir en son domaine sur cette idée qui est une des idées fortes de ce livre. Alors on a un mix de papiers qui sont plus académiques et de papiers centrés sur à la fois des éléments de diagnostic et puis des propositions qui leur sont associées. Et l'intérêt du projet, ça a été de rassembler des auteurs qui ont une très forte connaissance de terrain et qui ont non seulement cette connaissance, mais qui ont aussi une reconnaissance, une légitimité en tant qu'acteur public et ou en tant qu'économiste. Alors il propose tout un arsenal de mesures qui, à mon avis, quand on lit le livre, est loin d'être une liste à la Prévert, parce que rassemblés, ils constituent les pièces d'un programme qui est réaliste et qui est ambitieux. Alors, je donne 2-3 exemples, mais chacun reviendra dessus. On explore des territoires comme ceux de l'économie sociale et solidaire et on montre à quel point il y a des potentialités. On prône l'expérimentation et c'est un point tout à fait central. On montre que les technologies numériques ne viennent pas compenser, mais tendent plutôt à renforcer les inégalités de départ et de position. On rappelle aussi qu'on ne peut pas traiter correctement le chômage sans s'attaquer dans le même temps à la bipolarisation de l'emploi. Et on montre enfin, parmi d'autres éléments, que les mouvements macroéconomiques, tels le protectionnisme, ont des effets, bien entendu, extrêmement importants sur le chômage. Donc voilà quelques éléments, très rapidement. Je voudrais mentionner les contributeurs, c'est important de le faire, puisque tous ne pouvaient pas être là. On a à la fois des membres du Cercle des économistes, des chercheurs et des professeurs, Jean-Hervé Lorenzi, qui ont aussi d'autres fonctions, bien entendu, Patrick Artus, Jean-Paul Belbèze, Pierre Doquès, Jean-Pierre Aubert, qui est secrétaire général de la chaire Mutation, Anticipation, Innovation, Michel Berry, Marc Ferracci, qui est professeur à l'université Panthéon-Assas et
conseiller de Muriel Pénicaud, Alain Villemeur, qui est directeur scientifique de la chaire Transition démographique, Transition économique. Voilà, ça c'est plutôt le côté, je dirais, chercheur et en même temps investi dans la cité. Et puis des personnes, comme l'a dit Jean-Hervé, je crois que c'est important de le répéter, qui ont occupé ou qui occupent encore des responsabilités de premier plan dans la haute fonction publique et tout particulièrement autour de cette question de l'emploi, du chômage, etc. Alors Michel Bernard, ancien directeur général de l'ANPE, Marie-Claire Carrégé, qui est membre du Conseil d'orientation pour l'emploi, Patrick Coquet, délégué général du pôle compétitivité Cap Digital, Louis Gallois, qu'on ne présente pas, mais qui est peut-être aussi un point à dire, président de la Fédération des acteurs de la solidarité aujourd'hui, Claude Sebel, inspecteur général honoraire de l'INSEE, Philippe Trouvé, voilà, créateur de la DARES, Philippe Trouvé, ancien directeur scientifique du CEREC, et Rosemarie Van Leberg, qui n'est pas là aujourd'hui, hein, et qui est déléguée générale à l'emploi, qui a été, déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Donc merci à tous pour ceux qui ont pu être là et qui vont sans doute présenter non seulement leurs propres propositions, contributions, analyses, mais aussi présenter celles de ceux qui n'ont pas pu être présents.